Oui, je viens d'être nouvellement recrutée au CIRAD, mais là je vais vous présenter une partie des résultats des travaux de recherche de ma recherche postdoctorale. Donc, il y a eu lieu l'année dernière au sud Mali comme terrain. Une recherche qui était accueillie au sein de l'UMR-TETIS et en partie financée par le Comité technique foncier et développement, et qui portait sur l'analyse des migrations et des évolutions récentes du système de gouvernance foncière au sud Mali, en étudiant les interactions entre les ressources terre et eau et les pressions qui pouvaient avoir lieu sur ces deux ressources, ou du moins sur les liens qui les unissent. Donc, pour vous présenter très brièvement le contexte de la recherche, donc vous avez ici une carte du Mali avec les principaux fleuves. Donc, la recherche s'est déroulée ici, si tout le monde voit, donc dans la zone de Bougouni-Yanfolila, qui sont deux cercles de la région de Sikasso, donc une des régions au sud-est du Mali. Pourquoi ce terrain ? Premièrement, c'était très facile au niveau sécuritaire de travailler sur le sud Mali et beaucoup moins sur la zone nord à laquelle j'étais plus habituée. Ensuite, c'est des dynamiques qui ont pu être étudiées dans le contexte du sud Burkina Faso. Et il y avait eu très peu de travaux de recherche sur les mêmes thématiques au sud Mali. Donc l'idée, c'était d'approfondir ces questions-là en partenariat avec des chercheurs qui connaissaient le contexte burkinabé et qui pouvaient nous amener un éclairage comparatif sur les résultats de notre recherche. Et donc, en partenariat, il y avait le laboratoire Citoyenneté de Ouagadougou, porté par Peter Rocher, qui a pu nous amener des éclairages très intéressants, notamment sur les dynamiques migratoires. Donc, on a privilégié deux cercles de la région de Sikasso, puisque c'était deux cercles qui, là aussi, ont été très peu étudiés. Bougouni, c'est une grande ville au Mali en termes d'habitants, mais finalement, un très petit village où tout le monde se connaît et où l'ethnie principale, qui est Bambara, donc du sud Mali, avait bloqué pas mal de systèmes de recherche en disant que c'était des populations assez fermées et donc très difficiles d'accès pour des données sociales liées à des règles coutumières. Donc l'idée, c'était d'essayer d'aller voir ce qui se passait là-bas et de voir si c'était différent des autres contextes d'analyse. En termes de méthodologie, j'ai adopté, en élargissant un petit peu les thématiques abordées, les mêmes méthodes que celles que j'avais utilisées dans mes recherches précédentes. Donc une recherche qui est basée sur l'analyse de processus pour étudier finement le construit historique de l'espace social. Donc l'espace dans toute sa dimension géographique, mais surtout sur les acteurs et le développement de leurs activités, et notamment les pratiques d'acteurs qui peuvent être en décalage ou parfois en opposition avec les règles imposées par des autorités administratives. Donc les données de cette recherche ont été récoltées sur la base d'études de cas. Donc c'était une immersion longue sur le terrain de la recherche avec 18 villages qui ont été enquêtés. Les villages ont été sélectionnés pour essayer d'analyser des cas de conflit, puisque c'était mon entrée principale, des cas de conflit qui avaient pu être relayés soit par des autorités locales, soit par la presse, soit relayés au niveau des tribunaux. Et donc l'idée, c'était d'aller voir sur ces villages-là. Et en fait, c'était une sélection croisée avec les mouvements migratoires, parce qu'on se rendait compte que les villages qui avaient le plus accueilli de migrants étaient ceux dans lesquels il y avait le plus de conflits traités par les juridictions locales. Donc ça s'est basé sur des entretiens semi-ouverts, mais aussi sur des discussions informelles auprès des autorités coutumières et ou administratives, politiques locales, des exploitants agricoles ou des pasteurs, notamment dans le cadre des migrants, mais également des nouveaux acteurs. Donc ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à me contacter plus tard sur des intermédiaires des marchés fonciers, parce qu'on a une marchandisation croissante dans cette région-là. Et c'est quelque chose qui est tellement dense et complexe que je ne peux pas tout présenter, donc ça pourra faire l'objet d'une présentation ultérieure.
Au niveau de l'immersion de terrain, j'étais basée à Bougouni et j'ai été logée dans 5 cas, donc 5 villages où les études de cas étaient particulièrement complexes et difficiles à démêler, où je suis restée 3 semaines à chaque fois dans les villages, plus après des allers-retours réguliers, donc en étant logée soit chez le chef de village, donc le relais administratif local, soit chez le Guatili, je vous en parlerai, c'est le chef de la communauté. Je vais d'abord vous présenter très brièvement l'historique, puisque c'est une approche qui était intéressante pour cette journée, de la construction de ce territoire et des ressources qu'on peut y trouver qui font que de nombreuses populations peuvent être attirées par l'idée de s'y installer, ou parfois contraintes. Je vais d'abord vous présenter les ressources qu'on peut trouver dans cette zone-là. Donc, 3 ressources principales, hein, des forêts, des espaces agricoles et des pâturages. Donc, je vais commencer par les forêts, puisque quand on aborde le territoire du Sud Mali, il est généralement présenté comme un vaste espace disponible, donc de terres à défricher qui pourront éventuellement être exploitées, soit pour l'agriculture, soit pour l'exploitation forestière. Et donc, dans ce cadre-là, on a une nouvelle dynamique qui s'est installée qui s'est amplifiée depuis le début des années 2000 sur des investissements pour l'exploitation du bois, notamment par des habitants de la région de Bamako, qui obtiennent des permis au niveau des services forestiers, des permis d'exploiter, pour utiliser la ressource en bois et vendre soit le bois de chauffe, soit payer ensuite des paysans pour l'exploitation du charbonnage, qui sera également, le produit sera vendu sur les marchés de Bamako. Là aussi, c'est quelque chose que j'ai pu étudier dans certains cas de conflit, sur notamment la forêt de Manankoro, à la frontière de la Guinée. Mais comme ça touchait beaucoup moins à la dynamique de la ressource en eau, ce n'est pas quelque chose que je présenterai aujourd'hui. Deuxième espace, type en tout cas d'espace d'accueil, les espaces agricoles exondés. Donc en culture vivrière, on est sur de la culture sèche, de mil ou de maïs pendant la période d'hivernage, donc qui a lieu, les premières pluies peuvent commencer à Bougouni à partir du mois d'avril, mais l'installation a lieu de juin à septembre à peu près. Pourquoi ces espaces sont aussi importants dans la région? C'est qu'on a une importance historique et économique de la culture industrielle du coton. On est dans le bassin cotonnier du Sud Mali, avec une importance particulière de cette production dans la zone de Koutiala, mais également dans la zone de Bougouni, puisqu'à Bougouni, on retrouve la CMDT, qui est la Compagnie malienne des textiles, qui encadrait, subventionnait et rachetait toute la production des paysans de coton. Donc on avait tout un système construit autour de la culture du coton, les paysans organisés en coopérative, la CMDT qui leur fournissait les intrants, etc. Et donc la culture de coton est particulièrement importante dans le système d'exploitation des petits exploitants familiaux, puisqu'elle apportait des revenus très importants qui permettaient aux exploitants d'investir par ailleurs dans d'autres types de cultures ou d'autres types d'activités. On a aujourd'hui le développement de vergers qui commence vraiment à prendre de l'ampleur dans la région, notamment d'Yanfolila, qui est une grosse zone de production de mangue, mais aussi d'anacar. Donc l'anacardier, c'est l'arbre qui nous produit la noix de cajou. Et on utilise la pomme cajou, donc qui est le fruit qui est rattaché à la noix, pour l'exploitation à travers des jus ou des confitures aujourd'hui. Et une troisième culture qui prend aussi de l'importance, c'est les orangers, avec l'introduction d'oranges marocaines, de plants d'orangers sélectionnés, qui commencent à se développer dans la zone de Yanfolila. Et pourquoi je vous parle de ces cultures-là? Parce qu'elles ont touché un espace sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui est l'espace des bas-fonds. Donc ces cultures-là ont été développées en bordure de bas-fonds. Donc là, plusieurs schémas de la littérature classique d'analyse des bas-fonds. Donc le schéma de gauche qui vous présente un bassin versant avec la ligne de partage des eaux, l'arrivée des eaux en marigot et le développement des bas-fonds en aval.
Et puis, quatre tronçons de formation des bas-fonds. Donc, le premier en tête de bas-fond où on a la récupération des eaux pluviales. Le deuxième, la construction des marigots dans des vallées concaves. Le troisième, c'est l'espace où mes recherches ont été plus intenses dans le sens où c'était des zones beaucoup plus exploitées et pas non plus des zones surdimensionnées au niveau des plaines alluviales. Donc c'est des cultures dans les vallées à fond plat. Donc c'était la majorité des bas-fonds que moi j'ai pu étudier dans la région de Bougouni parce que c'est pareil, quand on parle de bas-fonds, on est sur des systèmes qui sont extrêmement diversifiés avec des fonctionnements hydrauliques et agronomiques très disparates. Et donc, on ne peut pas étudier le même bas-fond dans la région de Yanfolila que celui qu'on étudiera en Côte d'Ivoire, en se disant qu'on est pratiquement sur le même socle en termes de sol ou la même pluviométrie. Ça dépendra effectivement de la construction du bas-fond aussi en termes de vallée. Donc, il y a une photo d'un des bas-fonds dans le cercle de Bougouni sur lequel j'ai pu travailler avec l'installation du riz repiqué. Troisième type de ressources, les pâturages, donc, qui se développent à la fois dans les zones de forêt, mais également dans les zones de bas-fond, où on trouve des pâturages humides qui sont extrêmement intéressantes pour les troupeaux, et aussi des points au niveau des mares d'abreuvement. Donc, par qui sont exploitées ces différentes ressources? Des troupeaux locaux, avec des appuis de projets au Mali, notamment pour la sauvegarde d'une race de vaches qui est présente que dans cette zone-là, qui s'appelle la race Ndama, qui est une vache plus petite, qui peut ressembler, dans nos contextes franco-français, à l'aubrac, à peu près, avec une robe plus rouge. Mais aussi des troupeaux réfugiés. Donc, j'ai mis cette terminologie entre guillemets, parce que c'est à la fois des troupeaux qui sont descendus du Nord Mali depuis la crise sécuritaire de 2012, puisqu'on a des vols de troupeaux au nord par certains groupes djihadistes, donc des pasteurs qui sauvent les animaux qui leur sont confiés et qui les amènent au sud Mali avant d'aller vendre les têtes sur pied en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une dynamique assez récente. Une autre dynamique qu'on pourrait mettre dans cette catégorie des troupeaux réfugiés, c'est dans le sens où on a un changement du climat et une descente de risque de trypanos. Donc finalement, les troupeaux peuvent plus facilement rester dans la zone de Bougouni et y rester plus longtemps sans grand risque pour les animaux. Ce qui fait que là aussi, on a une pression sur les pâturages et notamment sur les zones de bas-fond. Donc c'était quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Ensuite, et là c'était relayé au niveau de beaucoup de cas de conflit, le passage des transhumants habituels qui transitent par cette zone-là au travers des pistes de passage d'animaux depuis des années, voire je dirais même des générations. Donc un trajet qui se fait essentiellement Nord Mali, plutôt région de Tombouctou, mais aussi les animaux de Gao qui passent par là, du Niger, qui passent par Bougouni pour arriver en Côte d'Ivoire, certains pour la Guinée, mais c'est plus rare. On retrouve des pasteurs guinéens et ivoiriens à travers l'exploitation transfrontalière, puisqu'on a effectivement une frontière, mais qui territorialement est très flexible et ouverte. Donc pour l'exploitation notamment des mares d'abreuvement, on a beaucoup de passages d'un côté à l'autre de la frontière. La gestion des pâturages est rattachée au territoire villageois, dans la majorité des cas, je parle en termes de pratique. Et on a une gestion communale des pistes de passage d'animaux avec une charte pastorale qui a été actualisée au Mali récemment. Tous ces espaces font qu'on est en présence d'une terre historique d'accueil des migrants. Donc, je vous parlais de la zone cotonnière. Donc, on a des migrants agricoles temporaires pour de la main-d'œuvre dans les champs, notamment aussi à la CMDT à Bougouni, mais des migrants qui ont pu s'installer dans des hameaux de culture et obtenir des terres à exploiter pour la culture de coton. Je reviendrai sur les règles d'installation de ces migrants plus tard. Je vous parlais également des migrants réfugiés en parlant de personnes pasteurs qui arrivent là suite aux crises sécuritaires au Nord Mali. On a également eu des vagues de réfugiés climatiques suite aux grandes périodes de sécheresse au Nord Mali, donc 73, 74, 84, 85. Là encore avec des déplacements plus récents.
les réfugiés politiques qu'on retrouve donc suite à la fois à 2 crises politiques sous-régionales majeures, donc au Mali 2011-2012 avec des arrivées du Nord, et ensuite la crise ivoirienne de 2000. Et là, on a des réinstallations en fait, de Maliens qui étaient partis travailler dans les champs de cacao ou de café en Côte d'Ivoire, qui sont revenus dans leur village d'origine pour exploiter les terres familiales ou en tout cas demander à réaccéder à la terre. Là aussi, je n'ai pas forcément développé ces réintégrations de migrants ivoiriens dans la présentation, puisque c'est essentiellement des retours sur des zones à défricher pour des plantations de mil, maïs et jardins, et très peu d'intégration finalement dans les bas-fonds pour ces migrants-là. Et 4e catégorie de migrants, des migrants investisseurs. Donc, je vous en parlais tout à l'heure pour l'exploitation forestière, où on a des installations de Bamako, en général, des fonctionnaires ou des commerçants de Bamako, qui demandent des concessions rurales au niveau des cercles, donc de l'administration locale, pour développer soit des jardins ou soit des projets d'exploitation forestière. Comment se sont passés ces mouvements migratoires? Ils étaient de 2 types, principalement, avec des migrations spontanées, donc ça veut dire qu'on avait des mouvements volontaires des populations dans la région de Bougouni, mais aussi un type migratoire qui est assez particulier au contexte malien, qui était des migrations encadrées, ça veut dire organisées avec l'aide de l'État. Donc ça, je vous l'expliquerai en dernier point. Donc on a eu des migrations, et on a toujours de migrations temporaires, soit de transhumants, soit de travailleurs agricoles, notamment dans le coton. Des migrations définitives avec des installations des migrants dans les hameaux qui ont pu devenir indépendants des villages d'accueil en devenant des villages satellites en fait, des villages d'accueil, donc qui ne constituent plus vraiment des hameaux agricoles puisqu'ils ont des autorités indépendantes. Ensuite, on a des accueils des migrants au sein des villages en suivant les principes d'accueil de l'étranger. Donc ça, je reviendrai là-dessus sur les intégrations foncières. Ça a énormément été étudié, soit à Koutiala, soit dans la zone au sud Burkina par Peter Rocher. Un accueil qui se faisait en fonction des ressources disponibles et des relations sociales que pouvaient avoir les migrants avec les villages d'accueil. Et le dernier point que j'aimerais particulièrement développer, c'est le cas des migrations organisées par l'État. En fait, que ce soit au moment des grandes sécheresses, donc 70-80, ou suite à la crise sécuritaire au Nord Mali, on a eu l'État, à travers le ministère de l'Agriculture, qui aujourd'hui s'appelle le ministère du Développement Rural, qui recensait les demandes des populations réfugiées, donc climatiques ou sécuritaires au Nord, et qui leur attribuait des villages d'accueil. Donc ça voulait dire que, par exemple, 4 familles de tel quartier de Tombouctou seront accueillies par le village de Gualala au sud du Mali. Les autorités coutumières locales étaient contactées par l'administration, notamment via les communes et via les cercles, et on leur demandait de mettre à disposition des migrants des terres à exploiter. Donc soit des terres à défricher, soit des terres qui avaient déjà été défrichées mais qui n'étaient plus cultivées. Et les chefs de village n'ont pas le choix. Ça veut dire que c'est une intégration plus ou moins forcée par l'administration. Et donc j'ai étudié ces cas de migration organisée dans une étude de cas que je développerai dans la présentation sur Gualala. Et c'est des installations de migrants Dogon, donc du plateau Dogon où ils cultivaient de l'échalote, qui, à cause des problèmes de sécurité dans la région de Bankas au sens large, sont venus s'installer au sud Mali avec l'ensemble de la famille. Parce que ce n'est pas des migrations de travailleurs, ça veut dire que c'est des migrations familiales. Et donc, toutes ces vagues migratoires récentes ou anciennes sont à l'origine d'installations de nouvelles catégories d'exploitants qui accentuent la pression sur les ressources à la fois en terre et à la fois en eau. Donc, je vais essayer de vous présenter les différentes déterminants de ces pressions. Donc, j'ai pris comme point, le focus principal de ma recherche, en tout cas de ce que je présente aujourd'hui, est la ressource en eau. Et donc, comment on pouvait avoir comment ces mutations et ces installations progressives ou définitives, récentes ou anciennes, impactaient la ressource en eau à travers notamment l'exploitation des terres de bas-fond, les activités d'orpaillage,
parce que là je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est une dynamique territoriale extrêmement importante dans la zone de Yanfolila, et également pour l'abreuvement des troupeaux. Première ressource sous pression et en mutation, les zones de bas-fond et leurs bordures. Donc là, c'est un schéma qui a été publié au sein d'un ouvrage qui s'appelle Aménagement des bas-fonds, qui est un ouvrage à visiter. Philippe me reprendra si je me trompe, mais plutôt d'appui pour tous les projets d'aménagement. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui très utilisé au sud du Mali, enfin, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, pour essayer de voir l'organisation de l'espace et notamment le multi-usage de cet espace. Et en fait, pourquoi c'est important? C'est important dans le sens où aujourd'hui, la majorité des fonds viennent de projets de développement dans le cadre des aménagements de bas-fonds. Et ces projets vont orienter l'usage des bas-fonds qu'on va en faire et orienter également l'intégration des migrants. Ça veut dire que moi, j'ai pu travailler sur notamment 2 grands projets de développement qui réaménagent ou aménagent des zones de bas-fonds en accompagnant les villageois sur les répartitions des parcelles et en demandant l'intégration des vagues migratoires récentes dans la répartition du foncier. Donc là, on a forcément une modification du partage des ressources en terre et en eau entre les populations d'accueil et les vagues migratoires. Ça s'est particulièrement passé sur les zones que vous pouvez voir ici, donc plutôt en bordure de bas-fond, sur les jardins maraîchers. Les zones de riz, j'y reviendrai plus tard, et sur les vergers et les maraîchages en bas de versant avec l'usage de l'eau à travers des puits. Donc quelques photos pour illustrer tout ça. Donc un développement, je vous en parlais en début de présentation, des jardins maraîchers et des vergers, notamment dans les réaménagements de bas-fonds. Donc plusieurs photos sur des jardins dans le cercle de Bougouni, sur la culture de l'oignon, le développement des pommes de terre, patates douces, et également sur une culture qui prend de plus en plus d'ampleur pour répondre à la demande des marchés urbains et périurbains, le développement de la culture de bananes en bordure de bas-fond sur les jardins à Molasso et à Guérékélé. Pourquoi on peut parler aujourd'hui de territoire en mutation? Donc, je vous en parlais sur le développement des aménagements. On doit répondre aux objectifs nationaux de sécurité alimentaire qui sont affichés par le gouvernement. Donc les programmes nationaux de développement de l'irrigation de proximité, puisque c'est la terminologie qui est en général utilisée pour la réhabilitation d'ouvrages ou le développement de nouveaux aménagements à travers la maîtrise de l'épandage des crues pour les marigots les plus importants, ont une orientation à dominante agricole. Donc ça veut dire soit sur des riz de bas-fond repiqués ou du riz flottant, du maraîchage. Et c'est pourtant des territoires qui, aujourd'hui, à travers les dynamiques que je viens de vous expliquer, les ressources disponibles, sont des ressources clés pour les troupeaux, qui ne sont pas forcément intégrés dans ces programmes d'aménagement, et des programmes d'aménagement qui ont énormément de difficultés pour trouver des agriculteurs ou des agricultrices qui viendront exploiter ces zones de bas-fond. Donc les 2 prochaines diapositives vont apporter des éléments de réponse à ces 2 dynamiques qui sont, je ne dirais pas opposées, mais marginalisées par rapport à l'orientation agricole de l'aménagement des bas-fonds. Donc la première, on se retrouve dans des zones qui sont sous conflit, agriculteurs-éleveurs, donc des espaces de conflit liés à l'extension des zones d'exploitation agricole, notamment du maraîchage en bordure de bas-fond. On a une fragmentation des parcours qui entraîne des conflits intra-éleveurs entre les troupeaux locaux des exploitants agricoles et également des transhumants, des nomades. Des aménagements qui restent rattachés aux autorités villageoises et donc une exploitation sédentaire des ressources qui est favorisée. On arrive à une compétition accrue pour l'accès aux ressources, que ce soit entre agriculteurs et éleveurs ou entre différentes catégories d'éleveurs. Et le deuxième élément de réponse sur la difficulté pour trouver de la main-d'œuvre agricole, c'est qu'on a une activité qui est beaucoup plus génératrice de revenus, qui est l'orpaillage, qu'il soit traditionnel ou industriel. Donc on a un développement important depuis la fin des années 90, mais qui s'est accru depuis 2009 sur les sites d'orpaillage traditionnels.
des sites d'extraction qui sont centralisés autour des poids d'eau, parce qu'il faut laver la terre récoltée pour récupérer les paillettes d'or, des problèmes de pollution des eaux, notamment du mercure, par rapport aux produits qui sont utilisés pour l'exploitation de l'or, mais une activité qui est extrêmement attractive pour les paysans, donc ils quittent l'agriculture pour se rapprocher de l'activité de l'orpaillage, mais qui est aussi en général génératrice de revenus pour les villages, les communes, les autorités coutumières, communales et politiques locales qui récupèrent des taxes et des droits d'accès au niveau de ces orpailleurs, donc soit de manière très informelle, soit de manière plus formalisée sur des taxes communales des projets industriels. Donc on a une tendance à l'encouragement politico-administratif local de cette activité, qui est finalement en contradiction avec les volontés affichées de développement de l'irrigation de proximité du gouvernement à travers le projet PNIP. Et malgré tout, des plaintes donc dans le paysage agricole, des grands demandeurs de main-d'œuvre, donc que ce soit la CMDT, la Compagnie malienne de développement des textiles, mais aussi l'Office du Niger. Donc là, on retrouve un de mes terrains de recherche où effectivement l'orpaillage détourne les gens de l'agriculture. Je vais vous présenter maintenant, de manière un petit peu plus concrète et détaillée, les modalités d'intégration foncière des migrants, des règles aux pratiques. Donc comme les terminologies sont différentes, mais comme au Burkina Faso, on a un principe d'accueil des étrangers qui est au Mali exprimé par la notion de diatighiya. Donc ça, c'est la terminologie bambara. Le diatigui, ce sera en fait le logeur du migrant qui cherche à obtenir une terre d'accueil. C'est un principe qui est justifié par, on pourrait dire, des théories sociales de paix au niveau des villages. Donc la paix entre les personnes qui renvoie à la notion de bon voisinage qui est déterminée, qui est définie en bambara par Sigibé Dougiya. Ça veut dire que tu dois accueillir ton étranger pour toi-même avoir la paix. Un deuxième principe qui est la pitié au sens d'une empathie qui pousse à donner la subsistance. Les migrants sont considérés localement comme des personnes qui ont un besoin extrêmement important, qui les met dans des situations difficiles, des situations qui les ont poussés à quitter leur territoire d'accueil, ce qui est quand même important, même si les mouvements migratoires sont extrêmement importants au Mali. Le fait de quitter son territoire d'attache pousse celui qui va vous accueillir à se dire vous êtes potentiellement dans la difficulté, donc on doit bien vous accueillir. Et le troisième, c'est l'idée selon laquelle la parole de l'étranger a toujours quelque chose à enseigner. Ça veut dire que ce n'est pas seulement nous, on vous amène quelque chose, mais le migrant aura quelque chose à apporter au village. Là, c'est un petit peu plus long en bambara et mon accent est très moyen, même si mon bambara s'est amélioré cette année. Le principe du diatighiya repose sur un modèle d'organisation sociale de la mobilité qui est commun, je vous le disais, aux sociétés paysannes lignagères d'Afrique de l'Ouest. Ça a pu être vu au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire également. Et ce principe s'étend à la majorité des ethnies présentes dans ma zone d'études, qui soient Bambara, les peuples sédentarisés, les Minyanka, donc qui sont les populations Sénoufo aussi, qu'on peut retrouver aussi au Burkina Faso, et également les Dogons qui adhèrent à ce principe d'accueil des étrangers. Comment se passe l'intégration des migrants ? Donc ça peut se faire en plusieurs temps. Ça veut dire qu'on peut avoir au départ une intégration au village, donc sur le lieu principal de l'autorité villageoise, ou au sein d'un hameau de culture. Ça veut dire que les personnes peuvent être accueillies d'abord leur habitation au niveau du village et la zone d'exploitation en périphérie du village, ou directement où on leur donne des terres assez éloignées du village en leur demandant de développer leur habitat à proximité de ces terres. L'installation se fait par le chef du village sur une brousse du territoire villageois. La brousse est désignée et soustraite au défrichement agricole. Ça veut dire que du moment où on vous installe sur des terres, vous devez les exploiter et les mettre en valeur. Les parcelles sont accordées majoritairement sous forme de prêts avec de l'exploitation de cultures annuelles, plus ou moins illimité dans le temps. Ça peut être remis en cause en fonction des besoins du lignage des détenteurs des droits.
Je reviendrai plus tard sur les conditions d'exploitation des parcelles. On n'a pas de plantation pérenne, donc interdiction de planter des arbres ou des espèces plurannuelles qui marquent le territoire foncier. On a un engagement social avec le Djatigi. Donc le Djatigi, c'est ce que j'ai déterminé tout à l'heure comme le logeur, donc la personne d'accueil au sein du village. C'est le villageois détenteur des droits, donc issu majoritairement des lignages fondateurs, mais parfois non. Donc un engagement avec le migrant qui se fait notamment par rapport à la parcelle qui va être prêtée ou au lieu d'habitation qui est déterminé, mais c'est également un engagement social. Donc un respect des règles locales, des cadeaux qui peuvent être faits au Djatigi au moment des grands événements sociaux comme un baptême, comme un mariage, des choses comme ça, qui peuvent avoir lieu au niveau de la famille d'accueil. Et donc le migrant devra, au moins aux premières années d'installation, participer à ces cérémonies-là, par des contributions très diverses d'ailleurs. Ensuite, donc là, je l'aborde très peu dans cette présentation, mais ça a été abordé dans le rapport qui a été remis au CTF sur l'installation des campements Peul qui, là, nécessitent des accords plus seulement à un niveau local ou micro-local, mais des accords intervillageois dans le sens où les espaces exploités, qu'ils soient en pâturage, pistes de passage ou mares d'abreuvement, concernent plusieurs territoires villageois. Donc l'accueil des migrants Peul doit passer par des accords précédents au niveau de différentes autorités villageoises et pas seulement par une autorité villageoise. Ça a pu être étudié énormément dans le cas de Koutiala, notamment par Peter Rocher. Comment ça se passe concrètement l'intégration des migrants dans les arènes foncières locales? Donc la requête est soumise par le chef du village. Donc en fait, au départ, quand on parle d'intégration des migrants, on va vous déclarer que ça se passe par le chef, essentiellement par le chef du village, donc qui s'appelle Doutigi en Bambara dans ma zone d'études, qui est souvent le chef administratif, donc le représentant local pour l'État. Ça veut dire qu'au niveau des recensements, il est lui considéré comme le chef de village. Parfois, on peut avoir des Dougoutigui différents. Si les villages sont très grands, en fait, on aura des chefs de quartier et donc des intégrations foncières qui passeront par différents niveaux avant de toucher le chef de village principal. Ça peut se faire également, et particulièrement dans la zone de Yanfolila, par le chef de la communauté. Donc le chef de la communauté s'appelle le Guatigui en Bambara, qui est le seul ancien légitime qui connaît les limites foncières villageoises, du territoire villageois. Et en fait, pourquoi ça se passe au niveau du Guatigui? C'est qu'il a aussi un rôle de pacificateur social. Et ça veut dire que souvent, les conflits qui pouvaient avoir lieu entre migrants et villageois pouvaient être résolus au niveau du Guatigui. Donc on favorisait l'intégration foncière des migrants directement au niveau du Guatigui qui pouvaient intervenir en cas de conflit foncier. Le Guatigui intervient également en cas de conflit au sein du village et des villageois, par exemple sur des mariages qui peuvent pas être, deux familles qui n'arrivent pas à se mettre d'accord passeront également par le Guatigui. Donc ce serait plutôt un chef social qu'un chef purement spatial ou administratif. Après la soumission de cette requête au niveau du chef du village ou du Guatigui, on a une convocation en assemblée villageoise. Donc c'est une décision qui est extrêmement collective et qui doit faire l'objet d'une majorité totale d'acceptation de la demande. Ça veut dire que si on a une opposition, l'intégration des migrants ne pourra pas se faire. L'avis du conseil de village et de la notabilité sont extrêmement importants dans ce processus de cession des terres aux migrants. Et si la terre appartient coutumièrement à un habitant du village, le Guatigui fera part de la requête à ce villageois. Donc ce villageois est le Djatigi. Un des cas des nombreuses règles d'accès aux parcelles agricoles, parce que vous imaginez que c'est là aussi très hétérogène. Là, c'est dans le cas du village de Gualala, parce que je vous présente les résultats de l'étude de cas plus tard. Une offrande qui est offerte au propriétaire terrien qui est en noix de cola et ainsi qu'un coq. Il faut absolument que le coq chante, sinon c'est pas accepté. La terre est cédée sous forme de prêt, donc ni vendue ni prêtée à un second acquéreur. Donc on ne peut pas avoir différents niveaux de prêt comme j'ai pu le voir sur les locations en zone office. La plantation d'arbres
est interdite puisque c'est un marqueur définitif de la propriété et donc réservé aux propriétaires coutumiers. La superficie délimitée pour éviter les débordements futurs de la parcelle. Donc ce sera délimité par exemple par un marigot, par une colline, par un jardin voisin qui a déjà marqué le territoire. Et les femmes migrantes n'auront accès à la terre que par leur mari. Si on s'intéresse au foncier aménagé, donc qui offre aux migrants ou aux villageois la possibilité d'un accès à la terre, mais un accès à l'eau, on se rend très vite compte que c'est un espace qui est extrêmement réservé aux villageois et aux lignages fondateurs. Et pour vous exprimer ça, un extrait d'entretien lors d'une enquête sur un temps long à Gualala l'année dernière, où le Guatigui, quand je lui ai posé la question de l'intégration foncière sur les zones de bas-fond, donc la possibilité de développer du riz flottant ou repiqué, voire même sur les zones en périphérie de bas-fond pour le maraîchage, ça a été la réponse: quand un étranger vient, on lui donne des terres à cultiver et une place pour installer sa famille. Ce qui pose en général aucun problème social et l'accueil se fait en général très bien. Est-ce que l'étranger aura des terres pour le maïs et pour le mil? Oui. Et les migrants, ils ont aussi cultivé le riz et fait des jardins. On ne fait pas pousser le riz dans les cailloux de la brousse. Pour le riz, ils travaillent pour nous. Donc les terres des bas-fonds sont réservées au lignage fondateur et on n'a pas d'intégration possible des populations migrantes qui viennent s'installer dans les villages. Donc une ressource en eau qui est réservée, avec des droits réservés aux villages d'accueil. Quel problème ça peut poser quand on parle d'aménagement ou de réaménagement de bas-fond? Donc là, on est sur l'aménagement d'une digue de retenue dans le cercle de Bougouni, sur une campagne 2014-2015, donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre pratiquement la majorité de la campagne de développement des travaux. Donc c'était une réhabilitation de digue, donc des travaux qui ont demandé moins de temps et donc qui sous-tendent que le bas-fond était déjà exploité. Donc c'est pour ça que j'ai pu étudier ce cas-là, parce que le processus derrière de mise en valeur des bas-fonds en fait n'était qu'une répétition des mises en valeur des années précédentes avec une sécurisation de l'eau. Donc deux photos, on est 2014-2015. Et la volonté de ce projet d'aménagement qui était poussé par le bailleur de fonds Financement Union Européenne, une nouvelle répartition du foncier. Ça veut dire que le bureau d'études qui était en charge de faire l'aménagement, enfin le réaménagement de cette digue, avait deux objectifs principaux, étaient évalués là-dessus. Il faut faire de l'hectare, parce qu'il faut dire qu'au sud Mali, on a beaucoup d'hectares cultivés en riz de bas-fond. On sécurise la production de riz avec, pour éviter les problèmes. Ça permet de développer une culture qu'on ne peut plus développer sur la zone office à cause des problèmes de sécurité. Et on va réaménager le foncier en faisant des conventions foncières de nouvelle répartition des terres de bas-fond. Donc on répertorie l'ensemble de l'espace potentiellement aménageable. Donc ça veut dire qu'en fait, en plus, on a une augmentation du niveau d'eau sur la digue, donc une extension des zones cultivées potentielles pour justement augmenter le nombre d'hectares affichables. Et sachant que c'était une zone d'accueil des migrants, c'était extrêmement intéressant comme affichage de développement de se dire on a eu des problèmes de sécurité au nord, les populations du nord qui sont venues s'installer dans ce village-là sont complètement intégrées dans le projet de développement et on va leur affecter de nouvelles terres pour exploiter le riz et donc assurer leur sécurité alimentaire. Comment ça se passe? On a finalement une volonté de changement foncier qui est pratiquement impossible dans cette zone-là parce qu'il sous-tend un changement social. Je m'explique. Sur l'exploitation, donc ça c'est le résultat d'un focus group qui a eu lieu en novembre 2014 pour comprendre comment les villageois se répartissaient les terres du bas-fond, donc en fonction des règles foncières, mais aussi en termes d'exploitation, quelle famille avait accès à quelle parcelle et pour quelle spéculation. Donc j'ai fait ce travail avec les exploitants autochtones des bas-fonds, mais aussi avec les migrants qui étaient des nouveaux exploitants potentiels. On se rend compte que au niveau des exploitations autochtones, on a une organisation en frange culturelle. Ça veut dire que les familles vont soit exploiter sur les zones de bas-fond en riz repiqué ou flottant, ça peut être pour une famille du chef du village, et un autre lignage va lui exploiter des zones de maïs ou continuer sur les jardins maraîchers. Ça veut dire qu'au sein d'un même lignage, on n'a pas forcément accès à la fois au riz, à la fois au jardin
et à la fois au maïs. Certaines familles n'auront accès qu'à des zones de jardin et certaines familles n'auront accès de manière privilégiée qu'à des zones de riz. Ce qui expliquait d'ailleurs, étant donné cette organisation sociale, que les migrants ne pouvaient pas accéder à des zones de bas-fonds puisqu'on n'avait pas une répartition, on dira égalitaire dans le sens en répartition du risque, au niveau même de toutes les familles du village. Quelle est l'organisation spatiale des migrants qui viennent s'installer? Là, on était sur des migrants qui venaient de la région de Tombouctou. Et c'était une zone que je connaissais bien puisque j'avais travaillé dans les lacs de la région de Tombouctou. Et eux s'organisaient en fonction de la topographie, donc avec une organisation par rapport à la pente. Donc ils essayent de replaquer leur schéma d'exploitation dans les zones de bas-fond, qui sont des systèmes complètement différents en termes hydrographiques, qui ne fonctionnent pas de la même manière. On n'a pas les mêmes répartitions des franges d'humectation capillaire, etc. Et donc leur volonté, quand le projet est venu demander comment il pouvait être intégré spatialement et quelle terre il souhaitait pouvoir exploiter, on avait une organisation du haut vers le bas de la pente en disant qu'en haut on va cultiver du maïs, on descendra sur la zone de jardin et on arrivera sur la zone de riz. Et donc leur volonté de répartition foncière était celle-là, qui venait de leur schéma d'exploitation et de leur habitude d'exploitation liée au lac du Nord-Mali. Et finalement, le projet se disait, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est très égalitaire. Au sein d'une même famille, on a une répartition du risque en fonction des différentes espèces cultivées. Et donc, on pourrait complètement refondre l'organisation spatiale et sociale, donc foncière et agricole, de l'exploitation du bas-fond qui est nouvellement aménagé. Finalement, quand les résultats des focus group ont été présentés aux chefs de village, ça a forcément été objet de conflits assez importants en disant qu'on ne pouvait pas du tout refondre toute l'organisation spatiale et sociale des zones de bas-fond. Pour autant, un consultant a été commandité pour faire un projet de convention foncière avec un texte très juridique d'accès à la terre, qui est pour l'instant pas adopté, mais qui est un projet en cours. Donc pour vous montrer à quel point les intégrations des migrants peuvent avoir des impacts, notamment sur leur répartition et l'accès à la ressource en eau. Deuxième changement récent qui touche le système d'intégration foncière des migrants. Donc là, je vais parler des catégories de migrants orpailleurs. Donc on a une intégration foncière. Alors le terme, j'en suis pas très contente. Si vous avez des idées, vous pourrez peut-être me les soumettre. J'ai parlé d'intégration beaucoup plus volatile. Ça veut dire qu'on a une activité qui se déplace beaucoup plus dans l'espace qu'une activité agricole. Ça veut dire que comment ça se passe aujourd'hui sur l'orpaillage traditionnel? Un orpailleur arrive sur une zone plus ou moins aurifère, demande au chef du village de pouvoir creuser un trou pour essayer de trouver de l'or. Et si dans ce trou-là, il ne trouve pas, il repart. C'est sur un pas de temps de l'ordre d'une semaine. Donc on est sur quelque chose de très différent par rapport à une organisation agricole. Donc on est forcément sur des principes d'intégration qui sont très loin du principe de tutorat parce qu'on n'a pas une relation qui s'étale dans le temps. Et on a des populations qui bougent beaucoup plus facilement. Donc comment les villages se sont adaptés à cette nouvelle activité qui prend beaucoup plus d'importance sur le territoire villageois aujourd'hui? On a une régulation foncière par des taxes. Donc ça veut dire qu'un orpailleur qui souhaite exploiter une partie du territoire villageois doit se rapprocher du chef de village et il sera taxé par trou. Donc on a aussi une délimitation de la taille du trou, de la profondeur du trou. On a un conseil de village, des jeunes du village qui a été mis en place. Et en fonction de la zone plus ou moins aurifère, puisque avec le développement de l'activité, les chefs sont à même de savoir si c'est dans une zone où il y a beaucoup d'or qui a été trouvé ou moins d'or, on a une taxe de 15 000 à 30 000 francs CFA par trou creusé. Ça, c'est une taxe de base on avait une volonté villageoise d'ajuster cette taxe-là en fonction de la quantité d'or trouvée. Vous imaginez bien que c'était très difficile de retrouver les orpailleurs quand ils ont trouvé beaucoup d'or, parce qu'ils sont déjà repartis pour essayer de vendre leur butin sur les marchés de Bamako ou auprès des sociétés plus industrielles. Donc pour l'instant, la taxe se limite au droit de creuser le trou. Mais cette taxe-là n'est pas que liée à l'accès à la terre, elle est aussi liée à la ressource en eau, dans le sens où, de toute façon, il faut que l'orpailleur ait accès à l'eau pour laver la terre qu'il a récoltée. Donc ça se fait de temps en temps au niveau des marigots. Donc ça veut dire que les zones de fleuve sont creusées au sein même du marigot, parce que c'est une zone plus aurifère que sur les terres
exondé. Donc on a une taxe hydraulique qui peut se faire par rapport au trou des marigots avec un accès limité. Et après, on a une taxe sur les lieux de lavage. Ça veut dire que quand on a une exploitation des terres exondées, les chercheurs d'or doivent se rapprocher d'un marigot pour pouvoir laver la terre qui viennent de creuser. Et donc là, les villages imposent une taxe pour l'accès à l'eau au niveau du marigot. Cette organisation, et là je vous ai donné quelques chiffres, c'est seulement lié au cas du village de Gualala, parce que on a un ordre de grandeur qui peut se retrouver sur toute la zone de Yanfolila-Bougouni, mais c'est flexible en fonction des autorités villageoises. Et on a là aussi, on est sur des principes qui sont bien évidemment contournés, avec des départs des orpailleurs avant le temps de passage du conseil villageois qui contrôle si vous n'avez pas dépassé votre durée d'accès à la ressource en eau. On a des trous qui sont faits en dehors de toute autorisation villageoise. Mais ces arrangements sont tout de même très nouveaux et c'est des règles d'accès à la terre et à l'eau qui ont été développées essentiellement pour l'activité de l'orpaillage. Je voudrais vous présenter un cas lié notamment au développement de l'exploitation de l'or sur la zone de Yanfolila, où j'ai présenté ce cas pour parler d'un pouvoir financier au pouvoir foncier, une accentuation des conflits suite au développement de la ressource en or. Donc là, on a une représentation schématique du territoire du village de Gualala qui est localisé entre deux marigots qui rejoignent le Balé. Et le Balé, c'est un affluent qui arrive sur le lac de Sélingué, qui est connu parce que c'est le grand barrage hydroélectrique qui alimente la ville de Bamako. Donc sur cette zone-là, on a une zone de bas-fond, donc ici, c'est cette pointe-là. On a donc sur les bordures du Balé une exploitation rizicole. Et puis vous pouvez voir différentes zones qui sont exploitées pour l'orpaillage. Et la principale zone exploitée pour l'orpaillage a été un lieu de conflit assez important qui a débuté en 2013 et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans les mains du gouverneur de Sikasso. Donc pour vous expliquer un petit peu ce conflit, donc en fait vous avez, je vais revenir à la diapositive précédente, ce marigot là, donc entre Gualala, donc le territoire villageois est confiné entre ces deux marigots, et là on a un territoire d'un village qui s'appelle Sido, qui est en fait un village satellite de Gualala. Et donc là, c'était un cas d'étude extrêmement intéressant parce que le village de Sido est un village satellite de Gualala, donc ça veut dire que c'était une vague migratoire des années 70 qui s'était rapprochée du village de Gualala, qui avait obtenu un territoire d'exploitation avec un hameau d'habitation et qui aujourd'hui était devenu indépendant du village de Gualala et constituait un village aujourd'hui administrativement complètement autonome. Mais on avait des liens liés à ces vagues migratoires entre le village de Gualala et le village de Sido. Le village de Sido exploite les bordures du marigot frontière pour l'exploitation de l'or, et les femmes du village de Gualala exploitaient cette zone-là pour le développement des jardins maraîchers en bordure du marigot. Mais c'était aussi une zone d'accueil de migrants Dogons suite à une migration organisée par l'État, une installation des Dogons en janvier 2014, donc une installation très récente. Donc finalement, on était sur un territoire très restreint autour de la ressource en eau où plusieurs catégories de villageois, de migrants devaient se partager la ressource à travers l'activité de l'orpaillage, l'activité agricole, que ce soit pour les femmes autochtones ou pour les migrants qui cherchaient donc à développer une nouvelle activité sur le territoire. On arrive aujourd'hui, donc moi j'ai suivi ce cas de conflit sur la totalité de mon terrain de recherche, où vous pouvez voir sur la première photo qui sont des champs qui avaient été défrichés par les migrants Dogons pour développer la culture de maïs et qui ont été creusés pour le développement de l'orpaillage par les gens du village de Sido. Donc des trous qui sont considérés par Gualala comme illicites, parce que Gualala considère que c'est sur son territoire foncier. Et la reconnaissance de la limite par le marigot n'est pas faite par le village de Sido, qui considère que la limite est faite par un affluent du marigot.
Donc finalement, c'est des conflits qui peuvent aller assez loin, où par exemple, là, vous voyez qu'on a une clôture du jardin considérée comme illégitime par les paysans de Sido qui a été brûlée. Et c'est le jardin que venaient de mettre en place les populations de Dogon. Vous imaginez bien qu'en termes de subsistance, quand on réinvestit sur un territoire qui nous est nouveau, où on investit dans des clôtures pour le jardin, on défriche une parcelle et celle-ci est complètement détruite, ça devient très difficile pour ces populations migrantes. Donc finalement, ce conflit n'est toujours pas résolu, en tout cas au sens où il peut répondre aux besoins des différents villages. On a eu beaucoup de villageois blessés. Et en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que quand vous menez une recherche dans cette zone-là, on vous demande forcément d'apporter une solution en vous expliquant les solutions qui ont pu être apportées avant sur ce type de conflit. Et en nous disant, vous voyez, finalement, quand on parle de gestion de conflits sur les territoires, déjà, on est sur un chevauchement en plus de 2 communes, donc c'est vraiment un territoire extrêmement particulier. La gestion politico-administrative locale, c'est à trouver comme solution un petit papier, comme les petits contrats de location ou de sous-location entre exploitants, qui taxait des 2 côtés, les villageois de Sido et les villageois de Gualala, pour exploitation illégale d'un territoire et conflit, donc risque de nuire à la paix locale suite à l'intégration de migrants Dogon sur le territoire. Et entre-temps, on a eu un changement de sous-préfet et donc ce petit papier n'a plus aucune validité et une taxe a été redemandée aux villageois. Donc vous voyez que ça peut être des choses qui deviennent très très complexes quand on parle d'arènes foncière qui touche à la fois les ressources en eau et les ressources en terre. En termes de conclusion, parce que je crois que le temps qui m'était imparti est terminé, je voudrais revenir donc sur trois grandes thématiques de mes recherches qui sont extrêmement imbriquées et enchevêtrées, pour reprendre la terminologie de la journée. La migration, l'utilisation et partage des ressources en eau et donc conflit, où on a finalement... Quand on parle d'installation de migrants, on pense souvent aux zones exondées, ou en tout cas, c'est les zones exondées qui ont particulièrement été travaillées, où on a eu beaucoup de travaux de recherche sur ces zones-là. Et finalement, on a des dynamiques irriguées qui sont nouvelles, en mutation, liées à ces vagues migratoires, qu'il faudrait continuer à étudier parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Sur les terres... Donc on n'est pas que sur des terres exondées, mais aussi sur des terres inondées qui peuvent être des espaces sous pression. Et des thématiques que j'aimerais moi poursuivre par rapport aux études de cas que je vous ai présentées, continuer à analyser sur les répartitions entre terres agricoles et terres aurifères, sur l'intégration des populations dans les intégrations foncières, dans les arènes foncières locales, que ce soit pour l'accès à la ressource en eau ou pour l'accès à la ressource en terre. Et donc à la fois travailler sur ces idées d'eau agricole ou d'eau aurifère, parce que quand on parle de développement aujourd'hui au sud Mali, ce n'est pas forcément que des bas-fonds pour le développement de la riziculture, mais ça peut aussi être des aménagements hydrauliques pour l'encadrement de l'exploitation et du développement de leur paillage. Voilà. J'aurais une question sur l'impact des différents types de migrants sur l'accès à la terre et l'accès à l'eau. Est-ce que si on est un migrant familial, un travailleur, ou etc., ou imposé par l'État, est-ce que ça change quelque chose au final dans l'accès et la position? Je réponds question par question, ce sera peut-être plus simple. Donc sur cette question-là, on a des principes, quand je parlais du Diatiguilla, qui sont... ce principe est généralisé à l'ensemble des villages que moi j'ai pu étudier, qu'ils soient Bambara, Peul sédentaire ou Minyanka dans la région, dans les cercles de Bougouni et Dianfolila. Après, sur donc, le principe d'installation elle-même, donc ça veut dire d'accueil de l'étranger. Après, ce sont les règles d'exploitation qui vont changer en fonction justement des relations sociales que le migrant a pu avoir. Donc là, c'est seulement dans le cadre de migration spontanée. Sur les migrations encadrées, de toute façon, le principe est imposé par l'État, donc on doit avoir un processus d'accueil, on doit avoir des terres exploitées qui sont offertes, et ces règles d'installation sont plus ou moins suivies par les autorités communales qui visent à favoriser la bonne intégration de ces migrants imposés par l'État dans les territoires villageois.
Et donc, on peut avoir des règles qui sont effectivement particulières dans le cas de migration organisée. Par exemple, sur l'intégration des migrants Dogon, on a une volonté de l'État de pouvoir avoir un territoire qui était favorable au développement des jardins, parce que c'était une activité qui était menée par les populations dans leur lieu d'origine. Parce que, bien évidemment, qu'il y a des grosses difficultés aussi d'intégration des migrants, et donc on arrive des fois à des départs qui sont peu fréquents dans le cercle de Bougouni, un petit peu plus dans le cercle de Yanfolila, puisqu'on est sur des zones qui sont très très différentes de leur lieu d'origine. Ça veut dire que par exemple, quand les Dogons arrivent là, le problème du désherbage est énorme et l'impact en temps de travail est vraiment fondamental et qui les pousse à abandonner finalement la culture de maïs et à privilégier les cultures de jardin par les femmes en bordure de marigots. Donc là, on peut avoir effectivement une adaptation des règles d'intégration des migrants poussées ou non par l'État. Et on aura forcément des relations sociales qui vont s'enchevêtrer sur, par exemple, un premier migrant qui est venu s'installer dans le village et le deuxième migrant qui vient est issu de la famille du premier et donc il se rapprochera du même logeur et aura des conditions plus ou moins privilégiées en négociation avec le Diatigui, donc le logeur, en dehors du Guatigui. Puisque j'ai le micro, je pose une question. Oui. À propos de l'histoire entre Sido et Galala, oui. Sido étant une annexe, un hameau annexe et qui devient autonome, il n'y a aucune alliance matrimoniale entre les deux villages. Si, parce que du coup moi ça me pose question sur l'autonomie de Sido par rapport à Galala. De quel point de vue on peut parler d'autonomie s'il y a maintien des relations matrimoniales et donc du coup de négociations des négociations autour du maintien de certains droits sur des terres ou des parcelles pour les femmes. Oui. Alors effectivement, on pourrait parler d'autonomie dans le sens où ils ont un Guatigui qui leur est propre et qui a plus de lien avec le grand Guatigui de Gualala. Donc, je parlais plutôt d'autonomie en termes de règles foncières. Il y a forcément des liens, parce qu'il y a eu des mariages entre certains habitants de Sido et de Gualala. Et en fait, pourquoi là, c'est un conflit qui est compliqué. Donc, on peut dire que finalement, on n'a plus de relations qui pourraient permettre de tempérer justement ces points de divergence. C'est que les jeunes qui ont trouvé, donc quand je parlais de l'or du pouvoir financier au pouvoir foncier, il y a eu effectivement une recherche d'or dans la région de Sido qui a amené énormément de revenus à une des familles qui n'avait aucun lien avec la famille avec les habitants de Gualala, puisque c'était une famille migrante interne à Sido, donc qui était totalement en dehors des relations historiques entre Sido et Gualalais. Donc là, c'était effectivement un problème. Et sur l'intégration des femmes, il y avait peu d'activités féminines du côté de Sido, il y en a beaucoup plus du côté de Gualala. Et en fait, voyant que le conflit n'arrivait pas à se résoudre, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, j'y vais dans 15 jours, donc je vais voir comment ça a évolué. Et là encore, on se rend compte de l'importance du pouvoir justement de ces femmes sur ces territoires-là. C'est finalement ces femmes donc, qui exploitaient les jardins qui ont été convoquées le Guatigui du village le plus ancien de la région du Yanfolila pour essayer de tempérer le conflit. Et malgré ces règles qui sont normalement extrêmement ancrées socialement dans la zone, le village de Sido n'a pas voulu quitter les terres qui ont été reconnues pour le coup appartenant à Gualala. Donc pour l'instant, on est encore sur une zone, un conflit très tendu. Malgré tout cet enchevêtrement de relations sociales à travers des mariages, de l'accueil, de l'exploitation, on est sur quelque chose qui est très difficile. Sans doute aussi. Extrêmement, oui. 1, 2, 3. Oui, je vais essayer d'être clair. Je ne suis pas sûr d'y arriver parce que mes idées sont elles-mêmes pas claires. Mais ce qui me semble extrêmement intéressant dans ce cas-là, c'est la façon dont la multiplication des usages du foncier et de l'eau et nouveaux types d'usages provoque un espèce de télescopage des temporalités et avec des incidences potentielles sur la façon de penser la propriété, un peu au sens de Jacob, le foncier en tant que propriété intellectuelle. Complètement. Voilà.
Et on voit bien comment le développement de l'aménagement, avec des possibilités d'exploitation permanente, là où les droits délégués étaient des droits, certes, de longue durée, mais liés à une exploitation temporaire, saisonnière, comment l'orpaillage, qui est par définition une activité extrêmement ponctuelle, alors on n'est même plus sur un rythme saisonnier, mais avec un accès très, très court et très intense de la ressource, comment tout ça bouscule, perturbe les conceptions de la propriété qui fondent les relations entre communautés, entre générations. Alors, par rapport à ça, j'ai une question. Si tu as évoqué une association de jeunes qui interviendrait dans la collecte de taxes pour l'orpaillage. Et justement, il y a toute cette question, évidemment, des rapports entre générations qui est absolument structurante dans les dynamiques des sociétés africaines. Et ma question va un peu dans le sens de comment est-ce qu'on a émergence, justement, de nouvelles associations, des conflits de génération, des perturbations dans l'ordre villageois, non pas tant entre autochtones et migrants, qu'ils soient orpailleurs ou installés de longue durée, mais internes à la société autochtone entre les générations. Alors, à l'échelle familiale, intrafamiliale, on peut avoir ces conflits de génération dans le sens où on a des volontés des jeunes de prêter les terres, notamment pour l'orpaillage, pour récupérer des taxes en dehors de l'autorité villageoise. Ça peut s'observer. Par contre, à l'échelle du village, on a finalement très peu de conflits de génération, dans le sens où, en tout cas, les villages que j'ai pu étudier, on a vraiment une perception du développement de l'orpaillage comme une opportunité de développement du village, qui est portée de cette manière-là par le chef de village, en disant notamment aux jeunes, les poussant à créer des associations de jeunes et en disant que les taxes d'orpaillage permettent au village de fonctionner et pourraient permettre le financement d'associations de jeunes s'ils s'impliquent dans l'encadrement de cette nouvelle activité. Et donc l'implication des jeunes passe dans 3 de mes études de cas par la mise en place d'un conseil de surveillance des activités d'orpaillage pour être sûr que les taxes soient bien versées au village. Pour l'instant, moi, les dynamiques que j'ai pu voir vont plutôt dans ce sens-là. Les conflits de génération se limitent à des conflits à l'échelle familiale, intrafamiliale ou intralignagère, je dirais, mais pas à l'échelle villageoise. En fait, je voulais savoir s'il y a, par rapport aux migrants, comment ils s'intègrent dans le système foncier dans les villages que tu as étudiés. Est-ce qu'il y a un mode d'accès aux terres qui est spécifique à ces migrants? Je pense notamment à ce qu'il y a un marché de faire-valoir qui se développe, qui permettrait d'intégrer de manière, on va dire, moins conflictuelle ces migrants dans ce système foncier. Enfin, je fais le parallèle avec ce qui se passe dans le sud algérien et à la présentation de ce matin. Les migrants qui arrivent du nord d'Algérie vers le sud sont intégrés par un marché de faire-valoir indirect très dynamique, donc qui permet d'abord l'installation de ces migrants, d'abord en métayage, location, ensuite peut-être d'accéder à la propriété. Alors ça peut être des transactions qui sont tout aussi conflictuelles. Donc finalement, elles ne sont pas adoptées par la majorité des autorités villageoises, où on a encore au sud Mali, malgré l'hypothèse qu'on avait émise au début de la recherche en pensant à une monétarisation du foncier. En zone rurale, on en est loin. Ce n'est pas quelque chose qui s'est développé sur les territoires du sud Mali. Par contre, c'est pour ça que j'ai dit que je n'abordais pas cette question-là, parce qu'elle avait beaucoup moins de lien avec la ressource en eau, donc dans le cadre de la présentation aujourd'hui. C'est une dynamique qui est beaucoup plus périurbaine. Donc ça veut dire où là, on aura effectivement une intégration des migrants, parce que ce n'est pas les mêmes catégories sociales de migrants. On est plutôt sur des investisseurs urbains de Bamako ou des grandes villes maliennes, ou des personnes originaires du village qui reviennent dans leur lieu et qui demandent aux communautés aux autorités communales un accès à la terre par les concessions rurales. Et ça peut être monétarisé si l'accès n'est pas fait... Des fois, par exemple, sur la zone de Bougouni, donc la ville de Bougouni, on a une pression sur un des bas-fonds liée au fait qu'on a énormément de demandes de ressortissants de Bougouni qui sont partis à Bamako. On ne peut pas répondre à la demande et on a aussi une offre locale qui passe du coup par un marché foncier informel, géré par des coxeurs fonciers, des intermédiaires qui se mettent entre les villageois et
et les demandeurs de terre, donc qui sont plutôt des investisseurs néo-ruraux, je dirais. Ça peut se voir. Donc, sur des zones agricoles, je l'ai vu que sur un cas, sur Bougouni, donc on ne peut pas du tout généraliser. Et par contre, sur donc l'ensemble de la zone, sur les plus gros villages ou les villes de Bougouni et Yanfolila, sur les lieux d'habitation, on a effectivement ce processus-là. D'autant plus que, par exemple, on a beaucoup de migrants orpailleurs qui donc travaillent en zone rurale la semaine et qui cherchent un lieu d'habitation le week-end, et ils ont un pouvoir financier extrêmement important. Et donc on arrive par exemple sur la zone de Yanfolila à des sous-locations, ventes, reventes immobilières qui, on voit une augmentation des tarifs de près de 80% d'une campagne à l'autre, parce que ces migrants cherchent une location juste pour pouvoir passer le week-end, et ils ont un pouvoir financier supérieur à 20 fois ceux aux urbains habituels, je dirais. Donc c'est des dynamiques que j'ai pu voir sur la marchandisation, mais qu'en zone périurbaine, et sur un des cas des bas-fonds de Bougouni, qui est plutôt déjà une grande plaine alluviale où on peut avoir un développement de marché. Donc une catégorie de bas-fonds qui est aussi différente, quoi. Oui, j'ai compris que les migrants accèdent, d'après le principe de Jatiguilla, à la terre qui est située plutôt sur les interfluves, et que par contre, d'après les témoignages des villageois, ils n'ont pas accès aux terres de bas-fond, ou qu'ils accèdent, mais en travaillant pour les propriétaires de ces terres de bas-fond. Oui. Donc est-ce que, plutôt que le principe d'accueil, ça ne serait pas ça le moteur de cet accueil, le fait que les migrants peuvent travailler sur les rizières pour le repiquage, etc. D'autant plus que vous, au début, il y avait l'idée que la force de travail est un peu limitante du fait du développement aussi de l'orpaillage. Oui. Oui, juste. Et du coup, une question. Sous quel rapport cette force de travail est-elle embauchée? C'est du métayage, c'est du salariat? Oui. Donc, on est plutôt sur... déjà, pour la première question, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est pas une motivation des migrants de s'intégrer dans les réseaux sur les bas-fonds, parce qu'ils cherchent essentiellement une parcelle à exploiter et un lieu d'habitation sur le long terme. Et en fait, quand je parlais des bas-fonds, c'est pareil. On a une diversité de bas-fonds extrêmement importante. On a eu un projet suisse dans la région de Bougouni et Yanfolila qui a énormément réaménagé des bas-fonds, sans forcément qu'il y ait d'entretien local. Et donc, on a plein de zones de bas-fonds qui sont aménagées. Donc, ça veut dire que les migrants qui s'installent, j'ai pu travailler sur des villages où on n'avait pas de bas-fonds exploités sur les villages, et pourtant, on avait des vagues migratoires. Donc, on a plutôt une volonté de s'installer sur des terres à défricher, parce que, en présentant le contexte, je vous parlais aussi d'un vaste territoire à défricher, donc une possibilité d'extension des surfaces, ce que vous ne pouvez pas avoir en territoire irrigué. D'autant plus, ces bas-fonds ne sont pas tous exploités, et donc les bas-fonds qui sont exploitables vont être réaménagés ou ont été réaménagés, étant donné qu'ils ne sont pas nombreux, sont forcément concentrés aux mains des autorités coutumières et des lignages fondateurs des bas-fonds. Donc effectivement, l'intégration des migrants sur les terres rizicoles passe essentiellement par de la main-d'œuvre temporaire aux besoins des familles fondatrices. En général, j'ai vu très peu de cas de métayage, parce que c'est pareil, le métayage c'est sur toute la campagne, et étant donné qu'on a une réintégration des migrants ivoiriens, donc des villageois qui étaient partis en Côte d'Ivoire, qui sont revenus en zone de bas-fond, en général les villages privilégient ces migrants-là, donc issus des mêmes familles, qui vont travailler sur les terres de bas-fond pour essayer de réaccéder à des terres de verger, puisque ça, c'est plutôt leur demande. En contrepartie, ils travaillent sur les terres de bas-fond. Et donc, les activités des migrants vont être salariées et très ponctuelles, notamment sur du repiquage, des pics de travail. Bonjour. Au fait, moi, ma question... elle porte au fait sur la durée au fait, de la migration. J'aimerais savoir, est-ce que c'est des migrations de longue durée ou c'est des migrations au fait, de courte durée? Et à ce niveau-là, en fait, j'aimerais savoir s'il existe un genre en fait, de droit de préemption, c'est-à-dire une période au-delà de laquelle les migrants en fait, ont droit en fait, à la propriété, c'est-à-dire au droit de propriété sur les terres. En fait.
Alors, il n'y aura jamais de droit de préemption ou de droit de propriété parce qu'on est sur un système sur les lignages fondateurs qui, à travers les générations, resteront les propriétaires fonciers. Sur le temps de la migration, on est plutôt sur une migration définitive, en tout cas sur les cas que j'ai pu étudier, puisque c'est des cas, je dirais, pas de détresse, en tout cas dans certains cas ça a pu l'être, des réfugiés climatiques ou des réfugiés sécuritaires qui cherchent de nouvelles zones où s'installer. Dans le cas on a pu avoir des migrations temporaires, et là c'était plutôt lié aux campagnes agricoles, sur les zones d'exploitation cotonnière, donc sur Koutiala, Bougouni et Yanfolila, que pour l'exploitation du coton. Là ça a pu être temporaire, et c'est plutôt de la migration de travailleurs. Si on a sur de la migration de familles qui cherchent un nouvel espace à exploiter ou s'installer, là on est plutôt sur de la migration, en tout cas au pas de temps de ma recherche et de la recherche historique, donc moi je suis remontée à peu près aux premiers aménagements des bas-fonds, donc exploitation des bas-fonds 40-50 dans la zone de Bougouni, c'est des bas-fonds quand même assez récents, 1940-1950, une exploitation un petit peu plus importante à partir des années 70. Voilà, sur ce pas de temps-là, j'ai pas eu de retour des migrants dans leur zone d'origine. Moi, ma question, c'est par rapport à l'exemple qui a été présenté d'aménagement. Oui. J'aimerais savoir un peu quelle est la position de l'État par rapport au statut foncier des zones aménagées. Parce que là, tu nous as bien présenté un peu les points de vue des autochtones et des migrants. Et un peu le point de vue du projet, là, qui essayait de revoir des contrats fonciers, des conventions. Comment est-ce que l'État s'implique là-dedans? Quelle est la conception que l'État a du droit sur ces terres qui sont aménagées? Est-ce qu'on reste dans un dispositif coutumier, ou est-ce qu'à partir du moment où il y a investissement public, le statut foncier du point de vue de l'État change? Alors, question difficile étant donné que c'est une recherche très récente. Le programme NIP s'est développé 2012-2013 sur la première campagne. Au Sud Mali, là, le projet dont je vous parle, c'est 2014-2015. Sur l'ensemble des projets d'aménagement de ce programme-là et donc de ce projet-là, on a effectivement la volonté de mise en place de conventions foncières. Aujourd'hui, si je devais parler du rôle de l'État là-dedans, ça passerait plutôt au travers des communes, parce que ce soit les autorités communales ou les autorités villageoises, elles travaillent en concertation avec le projet. Ensuite, on a une implication, là, dans le cadre de ces projets-là, de la DNGR, donc la Direction nationale du génie rural. Et donc, en fait, les projets de développement sont faits par des bureaux d'études ou des bailleurs, mais pour la Direction nationale du génie rural. Donc on aura forcément un regard de l'État sur ces nouvelles dynamiques-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement en termes de droit. Ça veut dire que de toute façon, les autorités, en tout cas foncières reconnues, que ce soit par l'État ou par le projet, ce sera les autorités villageoises. Donc on a une reconnaissance du droit coutumier. Après, je ne peux pas vous dire si sur le développement des conventions, on aura quelque chose qui va changer ou pas. Je pense pas, mais après, voilà, c'est pas un résultat à l'état actuel des recherches. Vous avez parlé des problèmes de mercure de l'orpaillage. Oui. Qui en parle et enfin, est-ce que comment ça existe en fait? Je dis pas que ça n'existe pas, mais qui en parle et est-ce que ça les fait exister? Parce que pour l'instant, tout le monde dit que c'est magnifique d'avoir de l'or et ça fait de l'argent. Mais qui parle du mercure? Bon, maintenant, il y a, je dirais, un nouveau dynamisme autour de l'or, que ce soit des bailleurs, de l'État, des sociétés industrielles et de la société civile, parce qu'on a beaucoup de cas de conflit aussi avec les sociétés industrielles, que ce soit au sud du Mali ou dans la région de Taï. Donc il y a par exemple eu en octobre dernier une grande conférence à Bamako qui invitait l'ensemble des industriels, des paysans, des réclamations liées au développement de l'orpaillage. Donc à ce moment-là, la question du mercure a été soulevée. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'encadrement. Alors, on a déjà très peu d'encadrement foncier
voire financiers, c'est plutôt des arrangements locaux ou supralocaux. Donc on n'a pas d'encadrement environnementaux de ces projets de développement de l'orpaillage, hormis les engagements des sociétés minières qui, à travers leurs études d'avant-projet et des études d'impact environnementaux, vont dire on limitera nos impacts à tel dosage ou tel dosage. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement porté par la GIZ, donc l'antenne de la KfW, Coopération allemande, qui a mis en place un programme d'analyse et de développement des mines là-dessus. Et donc c'est une des questions qu'ils souhaitent discuter ou du moins porter à débat public avec l'État aujourd'hui. Voilà, un peu ça. Mais il y a quelqu'un au Mali qui travaille là-dessus qui s'appelle Maïlis Labusquière, donc qui est à l'origine de cette antenne-là, qui travaille aussi avec Jérôme Magrin, donc qui est un ancien ciradien et qui est à la Sorbonne aujourd'hui, qui a énormément étudié ces questions de mines, et ils travaillent ensemble sur savoir déjà ce qui se passe réellement sur place, parce que là, avec une recherche comme celle-là au niveau local, voire micro-local, il y a quelques données qui remontent, mais par contre, quand je parlais de difficultés d'accès à l'information à l'Office du Niger, on est sur quelque chose de bien pire au sud Mali avec les sociétés d'or, quoi. Sur les contrats, les transactions, les modalités d'exploitation des sociétés, l'État autorise quoi, pour qui, sur quel pas de temps, dans quelles conditions. C'est très très opaque. Qui viennent juste chercher quelques paillettes, si c'est les grandes sociétés qui viennent après. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Donc quand je parle d'orpaillage traditionnel ou d'exploitation de l'or à échelle industrielle, il y a les deux. Et sur les mêmes sites ou... C'est-à-dire que les gros viennent après sur les endroits où les petits ont découvert de l'or ou... Ça dépend si c'est un filon aurifère ou pas, oui. Il y a des prospections de géologie avant pour connaître les lieux d'installation. Par exemple, sur le lac de Sélingué, on avait beaucoup d'orpaillage, je dirais, plutôt traditionnel. Et là, on a l'arrivée d'un gros projet italien qui, du coup, éjecte ces possibilités d'orpaillage traditionnel. Je voulais savoir si toi tu as connaissance de travaux de recherche, de thèses qui sont en cours dans le sud Mali, justement sur cette question de l'orpaillage. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon. Et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment envisager et encourager. Et moi, je travaille avec Maïlis un petit peu sur ces questions-là. Ouais. Pour essayer de faire remonter de l'information de terrain. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir, que j'aimerais continuer à creuser. Étant donné que ça a quand même un lien avec la ressource en eau, oui, ce serait des questions à approfondir. Et tu penses que c'est un sujet qui peut être traité, abordé oui, complètement. Avec peut-être plutôt une dominante, je dirais, sur les changements liés à l'orpaillage traditionnel et à la marge de voir comment cette dynamique est encouragée ou inhibée par le développement de l'orpaillage industriel.